Mes parents ont donné de l'argent à mon frère, ont payé son loyer, et l'ont préservé de toute responsabilité, pendant des années. Quand ils ont pris leur retraite, ils m'ont dit de le laisser emménager, dans ma maison. J'ai dit non, et les choses ont dégénéré, très vite. Moi, un homme de 28 ans, j'ai grandi dans l'une de ces familles, où le favoritisme était si évident, que cela aurait pu servir d'étude de cas, dans un manuel de psychologie. Mon frère aîné, Kevin, un homme de 31 ans, était l'enfant prodige, qui pouvait littéralement mettre le feu à la maison. Et mes parents auraient accusé les allumettes, d'être trop inflammables. Pendant ce temps, j'étais fondamentalement la pensée après coup de la famille. Le fils du genre, oh, c'est vrai, nous avons un autre enfant. En grandissant dans la banlieue de l'Ohio, j'ai appris assez tôt, qu'il y avait deux ensembles de règles, dans notre maison. Les règles de Kevin, et les règles de tous les autres. Kevin pouvait rester dehors jusqu'à minuit les soirs d'école, parce qu'il socialisait, et développait des compétences de vie importantes. Je devais être à la maison à 20h, parce que j'avais besoin de structure. Kevin pouvait abandonner toutes les activités parascolaires qu'il commençait, parce qu'il se cherchait. Je devais rester dans l'orchestre pendant 4 ans, même si je détestais la clarinette, parce que l'engagement forge le caractère. Les 2 poids, 2 mesures étaient si flagrants, que c'en était presque drôle. Presque. Kevin a détruit la voiture de mon père, quand il avait 17 ans, il a foncé directement dans une boîte aux lettres en envoyant un texto, et mes parents lui ont acheté une Honda d'occasion 2 semaines plus tard, pour qu'il puisse apprendre de son erreur, dans un véhicule plus sûr. J'ai eu un B+ à un examen de chimie une fois, et ma mère m'a fait asseoir, pour un sermon de 2 heures, sur le potentiel gâché. Un B+. Je me souviens encore de son visage déçu, comme si j'avais personnellement laissé tomber chaque ancêtre de notre arbre généalogique. Les événements scolaires étaient une autre blague à part entière. Kevin obtenait des notes moyennes, rien de spécial, peut-être une moyenne de C+, lors d'un bon semestre. Chaque bulletin scolaire était célébré, comme s'il avait remporté un prix Nobel. Mes parents l'emmenaient dîner, lui achetaient quelque chose de beau, et lui disaient à quel point ils étaient fiers de ses efforts. Pendant ce temps, j'obtenais des A partout, et le maximum que j'ai jamais eu, c'était un signe de tête, en guise de reconnaissance. Une fois, j'ai figuré au tableau d'honneur pour le 6e semestre consécutif, et la réponse de ma mère a été « Eh bien, tu es censé bien faire. » Merci pour l'enthousiasme, mère. Les fêtes étaient toujours une grande production, dans le Kevin Show. Le matin de Noël, on aurait dit que le Père Noël avait une vendetta personnelle contre moi. La pile de cadeaux de Kevin pouvait bloquer une porte, tandis que je recevais peut-être 3 ou 4 articles pratiques. Des chaussettes, une calculatrice pour l'école, des cartes cadeaux pour des endroits où je n'allais jamais. Une année, j'ai eu une boîte à outils, pendant que Kevin déballait une console de jeu, le dernier smartphone, et je ne sais comment, une moto de cross. L'explication de ma mère, c'était que Kevin avait besoin de plus, parce qu'il apprécie les choses différemment. Je ne sais toujours pas ce que cela signifie. Je suis à peu près sûr que j'aurais apprécié une console de jeu différemment qu'un jeu de clé à douille. Les anniversaires suivaient, le même modèle. Les fêtes de Kevin étaient des événements. Des salles louées, un service de traiteur, et tous ses amis invités. Mes anniversaires étaient une pensée après coup. Veux-tu même une fête cette année, me demandait ma mère chaque année, en indiquant clairement que la réponse qu'elle voulait, c'était non. À l'âge de 14 ans, j'avais cessé de rien attendre, et je leur disais simplement, de ne pas s'en faire. C'est plus facile de n'avoir aucune attente, que d'être de nouveau déçu. Mon père a toujours été, le plus grand fan de Kevin. Chaque accomplissement médiocre était célébré, comme si Kevin avait guéri le cancer. Kevin a intégré l'équipe de football junior au lycée. Papa a organisé une fête. Kevin a obtenu son diplôme d'études secondaires, avec une moyenne de 2,1 sur 4. Papa a pleuré, de vraies larmes de fierté. Quand j'ai obtenu mon diplôme en tant que 2e de ma promotion, et que j'ai reçu une bourse d'études complète, pour l'Université d'État de l'Ohio, mon père m'a tapé sur l'épaule et a dit « Bon travail », avant de me demander si j'avais vu les nouvelles baskets de Kevin. Je me tenais là, avec une scolarité entièrement payée dans une grande université, et mon père s'intéressait davantage aux chaussures. Le truc quand on est l'enfant mal aimé, c'est qu'on apprend à ne plus rien attendre. On arrête d'espérer que ses parents viendront à ces événements. On arrête d'attendre que quelqu'un remarque ses accomplissements.
On baisse simplement la tête, et on gère ses affaires, parce que personne d'autre ne le fera. C'est ce que j'ai fait. J'ai occupé des emplois à temps partiel, pendant tout le lycée, j'ai économisé chaque centime, et j'ai compté les jours, jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Chaque quart de travail que je faisais, était un pas de plus vers l'indépendance. J'ai eu un emploi d'emballeur d'épicerie à 14 ans, puis je suis passé à la mise en rayon. À 16 ans, je travaillais dans une quincaillerie locale, où les anciens m'ont appris des compétences pratiques. Les bases de la plomberie, les principes fondamentaux de l'électricité, et comment réparer les choses, au lieu de simplement les remplacer. Ces gars m'ont accordé plus d'attention en 2 ans, que mes parents ne l'avaient fait, en 16 ans. L'un d'eux, un plombier à la retraite nommé Karl, m'a dit que j'avais une bonne tête, et de bonnes mains, et que j'irais loin, si je restais dans le droit chemin. Ce seul commentaire a signifié plus pour moi, que tout ce que mes parents ont jamais dit. L'université était mon billet de sortie, et je l'ai saisi, à 2 mains. 4 ans d'ingénierie, diplômé avec mention, et j'ai décroché un emploi solide, dans une usine de fabrication, en tant qu'ingénieur en mécanique. Pendant que Kevin était occupé à rebondir, entre des emplois au salaire minimum, et à demander à nos parents des prêts, dont tout le monde savait que ce n'était que des cadeaux, je construisais une vraie vie. Une vraie carrière, de vraies économies, un vrai avenir. À 25 ans, j'avais économisé assez d'argent, pour la compte sur une modeste maison de 3 chambres, dans un joli quartier. Rien d'extravagant, mais elle était à moi. Chaque paiement hypothécaire, était un rappel, que j'avais fait cela, par moi-même. Pas d'aumône de maman et papa. Pas de prêt qui, par magie, n'avait jamais besoin d'être remboursé. Juste des années de travail acharné, et de planification minutieuse. Le jour où j'ai signé ces documents de clôture, a été l'un des plus beaux jours de ma vie. J'avais quelque chose qui était entièrement à moi, construit entièrement, sur mes propres efforts. La vie de Kevin, pendant ce temps, était une porte tournante, faite de désastres. Il ne pouvait pas garder un emploi, plus de 6 mois. Il se faisait licencier pour être arrivé en retard, pour avoir eu des problèmes d'attitude, ou pour des différends créatifs, avec la direction d'un fast-food. Ses excuses étaient toujours créatives. Je lui accorderai cela. Pas une seule fois, quelque chose n'a été de sa faute. Le manager faisait un complexe de supériorité. L'emploi du temps était déraisonnable. Le travail était de toute façon, indigne de lui. C'était toujours quelque chose d'externe, qui causait ses problèmes, jamais rien d'interne. L'historique des logements de Kevin, se lit comme une comédie d'erreurs, sauf que personne ne rit. L'expulsion numéro 1, a eu lieu quand il avait 24 ans. Il avait loué un studio, et avait arrêté de payer le loyer au bout de 3 mois, parce qu'il n'était pas d'accord, avec l'énergie du propriétaire. Je ne sais pas non plus, ce que cela veut dire. Le propriétaire a eu l'audace, de demander le loyer à temps, apparemment, et Kevin a trouvé cela, agressif. Mes parents ont payé ses arriérés de loyer, et l'ont laissé revenir à la maison. Ce premier retour à la maison, a duré environ 8 mois. Kevin n'a rien fait de productif, pendant tout ce temps. Pas de recherche d'emploi, pas de développement de compétences, juste des jeux vidéo jusqu'à 4 heures du matin, et dormir jusqu'à midi. Mes parents s'en plaignaient entre eux, mais n'en ont jamais vraiment parlé, avec Kevin. Il se remet d'une expérience difficile, disait ma mère. Une expérience difficile, à ne pas payer ses factures. Quel traumatisme. L'expulsion numéro 2, est arrivée à 27 ans. Il avait emménagé avec une petite amie, qui a fini par se rendre compte, qu'elle entretenait essentiellement, un homme adulte qui jouait aux jeux vidéo 14 heures par jour. Elle s'appelait Ashley. Une fille gentille, d'après ce que j'ai pu voir. Bien trop bien pour Kevin. Elle cumulait 2 emplois, tandis que Kevin ne contribuait à rien, à part se plaindre, de l'air fatigué qu'elle avait toujours. Quand elle en a finalement eu assez, et qu'elle l'a mis à la porte, il lui devait 3 mois de facture d'électricité. Mes parents ont couvert ça aussi, et ont accueilli leur précieux garçon, de retour à la maison. Le deuxième retour à la maison, a été encore pire. Kevin avait développé une attitude à ce sujet, comme s'il faisait une faveur à nos parents, en les honorant de sa présence. Il mangeait leur nourriture, utilisait leur électricité, ne contribuait en rien à l'entretien de la maison, et se plaignait ensuite, de la qualité des courses que ma mère achetait. Ce ne sont pas les bonnes chips, disait-il. Comme si un pic-assiette, qui coûte 40 € de nourriture par semaine,
avait le droit d'avoir des préférences. L'expulsion numéro 3 a eu lieu l'année dernière, quand il avait 30 ans. Il avait je ne sais comment convaincu un copain nommé Trevor de le laisser squatter chez lui sans payer de loyer, en échange de son aide pour les tâches ménagères. Il s'est avéré que la définition de Kevin, de l'aide pour les tâches ménagères, consistait à manger toute la nourriture, et à ne jamais rien nettoyer. Trevor lui avait proposé un arrangement simple. Garder les espaces communs propres, sortir les poubelles, des choses de base. Kevin n'a même pas pu gérer ça. Son copain lui a donné 2 semaines, pour partir. Kevin a fait traîner les choses pendant 2 mois, jusqu'à ce que le gars change littéralement les serrures, pendant que Kevin était sorti. À chaque fois, mes parents agissaient comme si Kevin était une sorte de victime des circonstances. La malchance, le mauvais endroit, le mauvais moment, l'économie, tout et n'importe quoi, à l'exception de la vérité évidente, Kevin était un profiteur paresseux, qui n'avait jamais appris les conséquences de ses actes, parce qu'il l'avait protégé, de chacune d'entre elles. La gymnastique mentale, qu'ils effectuaient pour éviter de tenir Kevin pour responsable, aurait pu remporter des médailles olympiques. Après l'expulsion numéro 3, Kevin est de nouveau retourné vivre à la maison. Mes parents approchaient de la soixantaine à ce moment-là, et étaient censés planifier leur retraite. Et voici que leur fils de 30 ans campait dans sa chambre d'enfant, comme si rien n'avait changé depuis le lycée. Il s'en plaignait auprès de moi, lors de nos rares appels téléphoniques. Kevin traverse une période difficile. Kevin a juste besoin de trouver sa voie. Kevin s'épanouirait s'il obtenait simplement la bonne opportunité. Les opportunités dont Kevin avait réellement besoin étaient des compétences de vie de base et un rappel brutal à la réalité. Mais ce n'était pas quelque chose que mes parents étaient équipés pour fournir. Ils avaient passé 3 décennies à s'assurer que Kevin n'aurait jamais à grandir. Et maintenant, ils étaient choqués qu'il ne l'ait pas fait. Choqués, je vous le dis. Je suis resté en dehors de tout ça, la plupart du temps. J'envoyais une carte pour les fêtes, j'appelais pour les anniversaires, et je leur rendais visite, peut-être 2 fois par an, pour des dîners gênants, où Kevin demandait inévitablement à m'emprunter de l'argent, et où je disais inévitablement, non. Ma relation avec ma famille était cordiale mais distante, ce qui, honnêtement, m'allait très bien. J'avais fait la paix avec ce qu'ils étaient, il y a bien longtemps. Il y a environ 8 mois, mes parents ont lâché une bombe, lors de l'un de nos rares dîners de famille. Ils vendaient la maison familiale, et achetaient plus petit, un appartement en Arizona. Ils voulaient se rapprocher de la sœur de ma mère, et profiter de leurs années de retraite sous le soleil de la région de Phoenix, apparemment la vie dans le désert, pour leurs vieux jours. En apparence, cela semblait tout à fait raisonnable. Ils approchaient de la soixantaine. La maison était trop grande pour 2 personnes. L'Arizona était un choix logique, pour le climat et les liens familiaux. En fait, je les ai félicités. Cela ressemblait à un plan de retraite solide. Du beau temps, de la famille à proximité, et un coût de la vie moins élevé. Puis, le coup près est tombé. Donc, évidemment, Kevin aura besoin d'un endroit où rester, a déclaré ma mère avec désinvolture, comme si elle discutait de la météo. Nous nous sommes dit que puisque tu as cette chambre d'amis, il pourrait emménager avec toi temporairement, juste le temps qu'il se remette sur pied. Je me suis presque étouffé, avec mon eau. Mes chambres d'amis étaient un bureau à domicile, où je faisais du travail de consultation en freelance, et une chambre d'amis que j'utilisais, peut-être 3 fois par an, pour de vrais invités. Aucune de ces pièces n'était une installation de stockage pour Kevin. Le bureau, en particulier, était important pour mes revenus annexes, qui me rapportaient 15 000 € de plus par an. Je n'étais pas sur le point de le convertir en chambre, pour mon frère perpétuellement au chômage. Ça ne va pas marcher pour moi, ai-je dit, probablement trop rapidement. Le visage de mon père a fait cette chose qu'il faisait toujours, quand je ne me pliais pas immédiatement au programme familial. Un mélange de confusion et d'irritation. Comme s'il ne pouvait pas tout à fait assimiler que j'ai mes propres opinions sur ma propre maison. Pourquoi pas? Tu as la place. Avoir de la place et vouloir un colocataire, ce sont 2 choses différentes. Kevin et moi, nous n'avons pas exactement un mode de vie compatible. Par quoi je voulais dire que je payais réellement mes factures, et que je maintenais des normes d'hygiène de base, mais j'essayais d'être diplomate. Kevin était assis en face de moi, faisant défiler son téléphone, comme si cette conversation concernant l'ensemble de sa situation de vie
ne le concernait pas. Du Kevin tout craché, laisser tout le monde résoudre ses problèmes, pendant qu'il consultait les réseaux sociaux. Probablement en train de regarder des mèmes, pendant que l'on discutait de son avenir en matière de logement. Ce ne serait que temporaire, a insisté ma mère. 6 mois, peut-être 1 an, juste jusqu'à ce que Kevin économise assez pour avoir son propre chez lui. 6 mois à 1 an, n'est-ce pas? Kevin avait vécu gratuitement chez nos parents, pendant la majeure partie d'une décennie, à travers de multiples séjours, et n'avait jamais réussi à économiser quoi que ce soit. L'idée qu'il développerait soudainement une discipline financière dans ma maison était risible. Cet homme n'avait jamais économisé un sou de sa vie. Tout l'argent qu'il obtenait allait directement dans les jeux vidéo, la livraison de nourriture, et toute autre gratification immédiate dont il avait envie. Je suis désolé, mais non, je ne suis pas en position de prendre un colocataire. J'ai utilisé un langage d'entreprise, parce que j'avais appris que l'honnêteté directe avec mes parents ne menait qu'à des disputes. Un langage adouci permettait parfois de gagner du temps. Le dîner est devenu gênant, après cela. Mes parents n'ont cessé de revenir sur le sujet, en essayant différentes approches. Ce serait tellement bien pour Kevin d'être entouré d'une influence positive. Cela m'aiderait aussi, parce que Kevin pourrait aider aux tâches ménagères. L'image mentale de Kevin aidant dans ma maison m'a presque fait rire aux éclats. C'était un gars qui avait passé une fois 3 semaines sans faire de lessive, parce qu'il n'arrêtait pas d'oublier. Il aiderait dans ma maison, de la même manière qu'une tornade aide un parc de mobil-homes. Je suis resté ferme. Non, c'était non. Quand je suis parti ce soir-là, mes parents m'ont regardé, comme si je les avais personnellement trahis. Kevin a juste haussé les épaules, et est retourné à son téléphone. Typique. Mes parents ont déménagé en Arizona, il y a environ 4 mois. Ils avaient trouvé à Kevin un petit appartement près de leur ancienne maison, et avaient payé ses 3 premiers mois de loyer, plus la caution, un cadeau de départ. Ils ont appelé ça un dernier coup de pouce, pour l'aider à démarrer. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Kevin a tenu exactement 2 mois et demi, avant de se faire expulser à nouveau. Cette fois-ci, c'était pour des plaintes liées au bruit, des dommages matériels, et un défaut de paiement du loyer, une fois que les mois prépayés par mes parents ont été épuisés. Le propriétaire avait tout documenté, méticuleusement. Kevin avait apparemment organisé des rassemblements bruyants, plusieurs nuits par semaine, gardant les voisins éveillés jusqu'à 3 heures du matin. Il avait d'une manière ou d'une autre, fait un trou dans le mur de la salle de bain, affirmé qu'il était déjà fragile, et qu'il l'avait à peine touché. Le propriétaire avait des photos, montrant un trou de la taille d'un poing, qui n'était certainement pas là, lors de l'état des lieux d'entrée. Mes parents m'ont appelé, le jour où Kevin a reçu son avis d'expulsion. Ma mère était pratiquement hystérique au téléphone, ressassant que Kevin n'avait nulle part où aller, et qu'il finirait dans la rue, si quelqu'un ne l'aidait pas. Mon père a pris le relais, et a utilisé sa voix sérieuse. Celle dont il pensait probablement qu'elle forçait le respect, mais qui donnait vraiment l'impression qu'il était constipé. Tu dois laisser Kevin rester avec toi, a-t-il dit. Ce n'était pas une question, mais un ordre. Non, ai-je dit simplement. C'est ton frère. C'est la famille. C'est ce que fait la famille. La famille, ça ne veut pas dire que je dois laisser quelqu'un emménager dans ma maison, contre ma volonté. Kevin a 31 ans. Il doit se débrouiller avec sa propre situation de logement. Ma mère a repris le téléphone. Comment peux-tu être si froid, après tout ce que nous avons fait pour toi? Celle-là m'a presque fait rire. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi, les années de favoritisme, le manque de soutien, et les rappels constants, que j'étais le fils de moindre importance. Que avaient-ils fait pour moi, exactement, à part se souvenir occasionnellement, de mon existence? Je pourrais compter sur les doigts d'une seule main, les choses significatives qu'ils ont apportées à ma vie, et la plupart de ces doigts resteraient baissés. Je ne suis pas froid. Je suis réaliste. Kevin a été expulsé 4 fois. Il ne paie pas le loyer. Il endommage les biens. Ce n'est pas quelqu'un que je veux voir vivre dans ma maison. L'appel a dégénéré, en accusation et en tentative de culpabilisation. J'abandonnais ma famille. J'étais égoïste. Je punissais Kevin pour avoir commis des erreurs. Comme si détruire des propriétés locatives, et refuser de payer pour un logement,
n'étaient que de petites bévues innocentes, que n'importe qui pouvait commettre. Comme si 4 expulsions en 7 ans, n'étaient qu'une série de malchances. J'ai mis fin à l'appel, en disant que ma réponse était définitive, et que je n'allais pas en discuter davantage. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro pendant 48 heures, parce que j'avais besoin d'une pause mentale. Au cours des semaines suivantes, ils ont tout essayé. Des sbires, sous la forme de parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années, ont soudainement commencé à m'appeler, pour me dire à quel point, ils étaient déçus de moi. Ma tante m'a envoyé par SMS, un verset biblique sur l'amour fraternel. Un cousin que j'avais rencontré peut-être 2 fois, a essayé de m'ajouter en ami sur les réseaux sociaux, vraisemblablement pour continuer la campagne de culpabilisation. Même ma grand-mère, que j'aimais sincèrement, a appelé pour me suggérer gentiment que la famille est de la famille. J'ai expliqué la situation, et elle a en fait semblé comprendre, bien qu'elle m'ait tout de même encouragé à garder mon cœur ouvert. Kevin lui-même a appelé à quelques reprises. Son approche était différente. Moins de culpabilisation, plus de promesses. Il avait changé. Il apprendrait de ses erreurs. Il trouverait un emploi immédiatement. Il paierait un loyer. Il serait le colocataire parfait. Je saurais à peine qu'il était là. C'est ça, oui. Le gars qui ne pouvait pas garder un emploi pendant 6 mois, allait soudainement se transformer en locataire modèle. Je n'y croyais pas une seconde. J'ai dit non. À chaque fois, j'ai dit non. Ma maison, mes règles, ma décision. Kevin pouvait se débrouiller avec sa propre situation, comme tous les autres adultes sur la planète. Il y a environ 6 semaines, j'ai reçu une lettre par la poste, qui m'a vraiment fait rire aux éclats. Elle provenait d'un cabinet d'avocats, dont je n'avais jamais entendu parler, m'informant que mes parents envisageaient d'intenter une action en justice contre moi, pour abandon familial, et violation de devoir familial implicite. J'ai dû la lire 3 fois, pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Mes parents menaçaient de me poursuivre en justice, parce que je refusais de laisser mon frère adulte vivre dans ma maison. Cela ne pouvait pas être réel. La lettre était rédigée sur du papier à en-tête officiel, avec des polices élégantes et du jargon juridique, mais le fond était un pur délire. J'ai appelé un ami avocat de l'université, pour avoir son avis. Il était tout aussi perplexe. L'abandon familial n'existe pas vraiment en droit civil, m'a-t-il expliqué, du moins pas de la manière dont ils le décrivent. Il n'y a aucune obligation légale d'héberger des frères et sœurs adultes. On dirait que quelqu'un leur a donné de très mauvais conseils juridiques. Ou qu'ils ont trouvé un avocat prêt à prendre leur argent pour une affaire qui ne mène nulle part. Il m'a suggéré de répondre formellement, par l'intermédiaire d'un avocat, pour montrer clairement que je n'étais pas intimidé. J'ai donc engagé mon propre avocat, rien d'extravagant, juste un gars du coin nommé Richard, qui s'occupait d'affaires civiles générales. Il a envoyé une lettre de réponse, qui disait en substance, il n'y a aucun fondement juridique à ces réclamations, et toute poursuite serait abusive. Je pensais que ça en resterait là. Des personnes normales réaliseraient qu'elles n'ont aucun dossier, et laisseraient tout tomber. Mais mes parents n'étaient pas des personnes normales. C'étaient des gens qui avaient passé 30 ans, à refuser d'accepter que leur enfant prodige ait le moindre défaut, et ils n'étaient pas sur le point de commencer à accepter la réalité. Maintenant, 2 semaines plus tard, j'ai reçu de vrais documents judiciaires. Mes parents me poursuivaient pour 50 000 € de dommages et intérêts, pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et manquement négligent, à l'obligation de fournir un soutien familial. Les allégations étaient complètement dingues. Ils alléguaient que mon refus d'héberger Kevin leur avait causé un traumatisme émotionnel sévère, et les avait forcés à engager des dépenses financières importantes, pour soutenir Kevin eux-mêmes. L'ironie était assez épaisse, pour être coupée au couteau. Ils avaient soutenu Kevin, toute sa vie. Ils avaient cautionné chaque mauvaise décision, couvert chaque conséquence, et l'avaient protégé de chaque échec. Mais d'une manière ou d'une autre, mon refus de perpétuer leur schéma de complaisance, leur causait de la détresse émotionnelle. Mon avocat a examiné la plainte, et a confirmé ce que je soupçonnais déjà. C'est absurde. Il n'y a aucune cause d'action ici. Ils vous poursuivent essentiellement, pour ne pas avoir été assez généreux avec votre propriété personnelle. Aucun juge ne va prendre ça en considération. Mais nous devions tout de même répondre. Nous devions quand même faire les démarches, et cela signifiait aller réellement au tribunal.
Le processus de communication des preuves a été très révélateur. Mon avocat a demandé des documents à mes parents, en rapport avec leurs réclamations, y compris des relevés financiers, montrant les dépenses importantes qu'ils étaient censés avoir engagées, à cause de mes actions. Ce que nous avons récupéré, était une mine d'or. Premièrement, il y avait des relevés bancaires, montrant que mes parents avaient versé de l'argent à Kevin pendant des années, pas seulement en cas d'urgence, mais régulièrement. Des virements mensuels de 500 €, 800 €, parfois 1200 €. Cela durait depuis au moins les 5 dernières années, sur la base des registres qu'ils ont fournis. Kevin ne demandait pas seulement de l'aide, de temps en temps. Il était, pour ainsi dire, sur leur liste de paie. Sur 5 ans, il lui avait donné environ 45 000 €, peut-être plus. C'est un acompte, pour une maison. C'est un diplôme de master. C'est un capital d'amorçage, pour une entreprise. Au lieu de cela, c'est aller au financement, de l'adolescence prolongée de Kevin. Deuxièmement, il y avait des emails entre mes parents, discutant de leur plan de retraite. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Dans ces emails, ils parlaient ouvertement de la façon dont ils s'attendaient à ce que je prenne le relais pour soutenir Kevin, une fois qu'ils auraient déménagé en Arizona. Ils discutaient du fait que ma maison avait beaucoup de place et de comment j'étais financièrement assez stable pour gérer ce fardeau. Ils ont même calculé combien d'argent ils économiseraient si Kevin vivait avec moi, au lieu de vivre dans son propre appartement. Un email de ma mère à mon père disait littéralement, une fois qu'il sera installé chez son frère, nous pourrons enfin arrêter de nous inquiéter des paiements mensuels. Ils ne me poursuivaient pas en justice, parce qu'ils étaient émotionnellement dévastés. Ils me poursuivaient, parce que j'avais perturbé leur plan, visant à me rendre financièrement responsable de leur fils adulte. Cette action en justice ne concernait pas le devoir familial. Il était question d'argent. De l'argent froid et calculé. Mon avocat était pratiquement euphorique lorsqu'il m'a montré ces documents. Il a dit, cela montre que leur motivation était financière et non émotionnelle. Ils voulaient vous transférer les frais de subsistance de Kevin, et quand vous avez refusé, ils ont essayé de vous y forcer, par une action en justice. Nous avons préparé notre défense, en conséquence. Nous avons documenté l'historique des expulsions de Kevin. Nous avons recueilli des témoignages de ses anciens propriétaires, sur les dommages matériels, et les loyers impayés. Un propriétaire a envoyé une déclaration détaillée, décrivant comment Kevin avait laissé l'appartement en si mauvais état, qu'il a coûté 3 000 €, pour le rendre à nouveau louable. Nous avons compilé des preuves de ses antécédents professionnels, montrant qu'il gardait rarement un emploi, plus de quelques mois. Nous avons dressé un tableau exact des raisons pour lesquelles, toute personne raisonnable, refuserait de l'héberger. Mon avocat a également envoyé des interrogatoires à mes parents, leur demandant de préciser exactement quel devoir familial ils estimaient que j'avais violé, et de citer tout précédent juridique, pour leur réclamation. Leurs réponses étaient vagues, et se contentaient pour la plupart, de répéter les mêmes arguments émotionnels. Ils n'ont pas pu désigner une seule loi, ni un seul principe juridique, m'obligeant à loger mon frère adulte. Toute cette affaire ne menait clairement nulle part, mais mes parents ont refusé de laisser tomber. Ils s'étaient engagés dans cette voie, et leur fierté ne les laissait pas faire marche arrière. Classique. La date de l'audience est arrivée, un mardi matin du début de l'automne. J'ai pris ma journée au travail, et je me suis présenté dans ma meilleure tenue de ville décontractée, ayant l'air de l'adulte responsable, que j'avais travaillé toute ma vie pour devenir. Mes parents étaient déjà là avec Kevin, assis de l'autre côté, de la salle d'audience. Ma mère ne voulait même pas me regarder. Mon père m'a foudroyé du regard, comme si j'avais personnellement offensé ses ancêtres. Kevin était sur son téléphone. Évidemment. Leur avocat était ce type plus âgé, qui avait l'air de s'être désengagé de sa carrière, il y a environ une décennie, et qui se laissait juste porter, jusqu'à la retraite. Pas exactement, l'équipe juridique de rêve. Il brassait des papiers, et n'arrêtait pas de regarder sa montre, comme s'il avait un meilleur endroit où être. La juge était une femme d'une 50aine d'années, sérieuse et pragmatique, qui avait l'air d'avoir vu tous les types possibles de drames familiaux, et qui en était complètement fatiguée. Lorsqu'elle a examiné le dossier, avant le début de la procédure, je l'ai surprise à hausser un sourcil. Ce n'était pas un très bon signe, pour mes parents. L'avocat de mes parents a commencé, exposant son dossier avec tout l'enthousiasme de quelqu'un qui lit une liste de courses.
Il a parlé de liens familiaux, d'obligations morales, et du traumatisme de voir un membre de la famille tourner le dos à son propre sang. C'était chargé en émotions, et extrêmement léger, en véritables arguments juridiques. Il n'a pas cité une seule fois, une loi spécifique ou un précédent, m'obligeant à héberger Kevin. Ensuite, ce fut le tour de mon avocat. Il a été méthodique et précis. Il a expliqué qu'il n'y avait aucune exigence légale, obligeant un adulte à fournir un logement à un frère ou une sœur adulte. Il a présenté l'historique des expulsions de Kevin, les dommages matériels, et le schéma récurrent de non-paiement des loyers. Il a montré à la juge les emails où mes parents discutaient de leur plan pour me transférer le fardeau financier de Kevin. Votre honneur, a déclaré mon avocat, les plaignants ne cherchent pas à obtenir justice pour un préjudice émotionnel. Ils cherchent à contraindre mon client à assumer la responsabilité financière d'un autre adulte. Il n'y a aucun fondement juridique à cette demande. Ce procès est une tentative d'utiliser le système judiciaire pour contourner le droit de mon client à déterminer qui vit dans sa propre maison. La juge n'a pas eu l'air impressionnée par le dossier de mes parents. Elle a demandé directement à leur avocat, pouvez-vous citer une quelconque autorité légale qui oblige une personne à fournir un logement à un frère ou une sœur adulte? Leur avocat a bafouillé quelque chose à propos des traditions de la common law et de l'esprit d'unité familiale. La juge n'y croyait clairement pas. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. La juge a décidé qu'elle voulait entendre Kevin directement. C'était logique, puisqu'il était la personne au centre de tout ce litige. Kevin a prêté serment et a pris place à la barre des témoins, ayant l'air agacé de devoir poser son téléphone pendant 5 minutes. L'avocat de mes parents a posé à Kevin quelques questions faciles. Depuis combien de temps cherchait-il un logement stable? Quels étaient ses plans pour l'emploi? Comment mon refus de l'aider l'avait-il affecté? Les réponses de Kevin étaient prévisiblement du Kevin tout craché. Il avait exploré des options. Il était entre deux opportunités au niveau professionnel. Mon refus l'avait vraiment blessé parce qu'il pensait que j'étais censé le soutenir. Puis, ce fut le tour de mon avocat. Il a commencé par l'historique des expulsions de Kevin, en passant par chacune d'entre elles, méthodiquement. Kevin a essayé de minimiser et de détourner l'attention, mais la documentation était claire. 4 expulsions, des dommages matériels, des loyers impayés. Le schéma était indéniable. Ensuite, mon avocat a posé la question, qui a fait exploser toute l'affaire? Kevin, où vivez-vous actuellement? Kevin a haussé les épaules. Chez mon pote Dave. Il me laisse squatter son canapé, jusqu'à ce que tout ça soit réglé. Donc, vous n'êtes pas sans abri. Vous ne vivez pas dans la rue, comme vos parents l'ont affirmé dans leur plainte. Kevin a vraiment eu l'air confus, face à la question. Non, je suis chez Dave depuis environ 2 mois maintenant. Tout va bien. Les sourcils de la juge se sont levés. L'avocat de mes parents avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Mon avocat a continué, et quel est selon vous, le but de ce procès? Pourquoi vos parents poursuivent-ils votre frère en justice? Kevin a de nouveau haussé les épaules. Je veux dire, c'est assez simple. Mes parents ont un revenu fixe maintenant, et ils ne peuvent pas continuer à payer pour mes affaires. Ils se sont dit que s'ils obtenaient du tribunal, qu'il oblige mon frère à m'accueillir, ils économiseraient environ 1 000 € par mois. Un truc du genre. En plus, mon frère a cette maison, et il n'utilise même pas toutes les pièces, donc c'est une sorte de gâchis. Quoi qu'il en soit, la salle d'audience est devenue d'un silence de mort. Kevin venait d'admettre sous serment que l'ensemble du procès était une combine financière. Pas pour cause de détresse émotionnelle, pas pour des devoirs familiaux, juste pour transférer ses frais de subsistance de mes parents vers moi. Mes parents avaient l'air horrifiés. Leur avocat a fermé les yeux, comme s'il priait, pour que la mort vienne le délivrer. La juge semblait à la fois agacée, et presque amusée, par l'audace pure de tout cela. Donc, laissez-moi m'assurer que je comprends bien, a dit lentement la juge. Vos parents ont intenté ce procès, parce qu'ils voulaient économiser de l'argent, en demandant à votre frère d'assumer vos frais de subsistance. Kevin a hoché la tête, comme si c'était tout à fait raisonnable. Ouais, à peu près. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus les moyens de continuer à m'aider, et que mon frère avait beaucoup d'argent pour prendre le relais.
Un truc sur la juste part du fardeau familial, ou autre. J'aurais pu serrer mon frère dans mes bras, à ce moment-là. Après 31 ans où ces bêtises ne m'avaient causé que des ennuis, il avait enfin fait quelque chose d'utile. Il avait torpillé tout le dossier de mes parents, par sa propre incapacité, à garder la bouche fermée. La juge a déclaré une courte suspension d'audience. Lorsque nous avons repris, elle n'a pas perdu de temps. J'en ai assez entendu, a-t-elle dit. Les plaignants n'ont pas réussi à établir le moindre fondement juridique pour leur réclamation. Il n'y a aucune loi qui oblige un adulte à fournir un logement à un frère ou une sœur adulte. Les allégations de détresse émotionnelle sont clairement fallacieuses. Compte tenu du témoignage indiquant que la véritable motivation était financière. Elle a regardé directement mes parents. Ce que je trouve particulièrement troublant, c'est la tentative d'utiliser ce tribunal pour forcer un membre de la famille à assumer la responsabilité financière d'un autre. Le système juridique n'est pas fait pour cela. Votre fils a-t-elle fait un geste dans ma direction? A tout à fait le droit de décider qui vit dans sa propre maison. Le fait que votre autre fils soit de la famille ne l'emporte pas sur ce droit. Elle a rejeté l'affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas déposer une nouvelle plainte. Elle a également ordonné à mes parents de payer mes frais de justice, puisque le procès avait été abusif. Le total s'élevait à environ 8 000 €. Pas une fortune, mais une somme significative pour des gens qui affirmaient ne plus avoir les moyens de soutenir Kevin. Ma mère pleurait alors qu'il quittait la salle d'audience. Mon père avait l'air de vouloir frapper quelque chose. Kevin était déjà de retour sur son téléphone, apparemment nullement dérangé par le fait que son témoignage venait de coûter à ses parents des milliers d'euros. Je suis sorti de là, en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Cela fait environ 3 semaines depuis l'audience du tribunal, et les choses sont devenues intéressantes. Premièrement, mes parents ont envoyé une lettre exigeant que je renonce à l'indemnisation de mes frais de justice. La lettre faisait 4 pages de long, écrite à la main par ma mère, pleine de tentatives de culpabilisation sur le fait qu'ils avaient un revenu fixe et ne pouvaient pas se le permettre. Elle a mentionné leur hypothèque. Elle a mentionné le crédit de leur voiture. Elle a mentionné combien ils avaient dépensé pour Kevin, au fil des années, comme si c'était, d'une manière ou d'une autre, de ma faute. La lettre se terminait par « Nous sommes toujours tes parents, et nous méritons ton respect ». Je l'ai transférée à mon avocat, sans y répondre. Il a renvoyé une réponse formelle indiquant que le jugement était maintenu, et que le paiement était attendu, dans les 30 jours. Ils ont raté la date limite, n'ont pas payé un centime. Mon avocat a déposé une requête en exécution, et le tribunal l'a accordée. Ils ont maintenant une ordonnance de saisie-arrêt sur la pension de mon père, jusqu'à ce que les 8 000 € soient remboursés. Environ 450 € par mois sont automatiquement déduits. Ma mère a appelé en hurlant que j'étais en train de voler leur retraite. Elle criait si fort que j'ai dû tenir le téléphone loin de mon oreille. Elle m'a traité d'ingrat. Elle m'a traité de cœur de pierre. Elle a dit que j'étais en train de détruire la famille. J'ai attendu qu'elle fasse une pause pour reprendre son souffle, et je lui ai rappelé qu'elle aurait pu éviter cela en ne me poursuivant pas en justice, en premier lieu. Elle a raccroché. Deuxièmement, Kevin s'est fait jeter de chez Dave. Il y a tenu près de 3 mois, ce qui est en fait un record pour lui. Dave a découvert l'historique des expulsions par l'intermédiaire de quelqu'un au palais de justice, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un. Il a donné une semaine à Kevin pour partir. Kevin m'a appelé pour me demander de l'héberger juste quelques nuits, le temps de trouver une solution. J'ai dit non. Il m'a traité de tous les noms, et il a raccroché. Troisièmement, ma grand-mère a appelé. Elle avait entendu toute l'histoire par ma tante, qui l'avait entendue, à travers le récit dramatique de ma mère. Grand-mère voulait entendre ma version des faits. Je lui ai tout raconté, y compris les emails, où mes parents prévoyaient de me refourguer Kevin. Elle est restée silencieuse, pendant un long moment. Ensuite, elle a dit qu'elle était déçue de mon père, pour la façon dont il avait élevé Kevin, et comment il m'avait traité. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de les avertir il y a des années, au sujet de cette complaisance. Personne n'a écouté. Quatrièmement, Kevin s'est pointé chez moi. Il est juste apparu sur le pas de ma porte, mardi soir dernier, vers 21 h avec un sac de sport,
ayant l'air pathétique, et trempé par la pluie. Il a dit qu'il n'avait nulle part d'autre où aller. Son pote Dave l'avait mis à la porte. Il avait essayé d'appeler nos parents, mais ils étaient toujours en Arizona. Il avait même appelé Ashley, l'ex-petite amie, qui s'était moquée de lui, et lui avait raccroché au nez. Je me suis tenu sur le pas de la porte, et je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Il s'est mis à crier, m'a traité de tous les noms imaginables, a dit que j'étais censé être son frère, a dit que le sang était censé signifier quelque chose, a dit que je lui étais redevable, parce que j'avais hérité de tous les bons gènes, et que j'avais eu la vie facile. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Un voisin a sorti la tête, pour voir quelle était l'agitation. Je lui ai fait un signe de la main, pour lui faire savoir que tout allait bien. Kevin l'a remarqué et a baissé la voix, mais son visage était toujours rouge de colère. Il a essayé une approche différente, supplié. Il a dit qu'il dormirait sous le porche, s'il le fallait. Il a dit qu'il avait juste besoin d'une nuit, pour trouver une solution. Il a dit qu'il serait parti, au matin. Je lui ai dit non, et j'ai fermé la porte. Il a commencé à frapper dessus. J'ai appelé le numéro non urgent de la police, pour documenter l'incident, au cas où il tenterait quoi que ce soit. Il a dû me voir par la fenêtre, parce qu'il a pris son sac, et est parti avant qu'il n'arrive. L'agent qui s'est présenté a pris ma déposition, et m'a suggéré de me procurer une sonnette avec caméra Ring. J'en ai commandé une, ce soir-là. Cinquièmement, mes parents sont revenus de l'Arizona en avion. Ils séjournent dans un motel, près de leur ancienne maison, essayant d'aider Kevin à se remettre sur pied. Ma mère m'a appelé pour me le dire, comme si j'étais censé me sentir coupable. Je lui ai demandé comment se passait la vie dans l'appartement de retraite. Elle a dit qu'ils allaient peut-être devoir le vendre, pour couvrir les dépenses de Kevin. Je lui ai dit que ça ressemblait à un problème personnel. Elle m'a traité de sans-cœur, et a raccroché. Sixièmement, j'ai obtenu une promotion, au travail. Poste d'ingénieur principal, avec une augmentation de 15%. Je l'ai appris le même jour, où Kevin s'est fait jeter, de chez Dave. Parfois, le timing est tout simplement parfait. Le week-end dernier, tout a atteint un point de non-retour. Mes parents se sont pointés chez moi, à l'improviste. Tous les deux, plus Kevin, se tenant sous mon porche d'entrée, comme une sorte de commando d'intervention. Ils avaient conduit toute la nuit, depuis leur motel, pour m'attraper avant que je ne parte travailler, le samedi matin. Mon père tenait une chemise, remplie de papier. Ma mère avait pleuré. Du mascara coulait, le long de son visage. Kevin avait juste l'air agacé d'être là, probablement parce que quelqu'un l'avait réveillé avant midi. Je suis sorti, et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'allais pas les laisser entrer. La nouvelle sonnette Ring enregistrait tout, ce que je me suis fait un devoir, de leur faire remarquer. Mon père s'est lancé dans un discours, qu'il avait clairement répété, dans la voiture. La famille et les responsabilités, les liens du sang qui sont plus forts que tout, et comment j'étais en train de déchirer tout le monde, avec mon égoïsme. Il a dit qu'ils avaient apporté des documents, montrant leur situation financière, des relevés bancaires, des factures, et des tableurs montrant combien ils avaient dépensé pour Kevin, au fil des années. Il voulait que je voie à quel point il s'était sacrifié. Il a dit que si j'acceptais simplement de laisser Kevin rester pendant 6 mois, peut-être 1 an, il pourrait se remettre sur les rails. Il pourrait sauver l'appartement en Arizona. Il pourrait prendre leur retraite en paix. Ma mère est intervenue, entre deux sanglots. Elle a parlé de la façon dont elle m'avait porté pendant 9 mois, de la façon dont elle était restée éveillée avec moi quand j'étais malade, et de la façon dont elle m'avait conduit à l'école, tous les jours. Elle a fait en sorte que les soins parentaux de base ressemblent à une sorte de faveur extraordinaire, dont je lui serai redevable, pour le reste de ma vie. Kevin se tenait là, faisant défiler son téléphone, complètement déconnecté de la conversation, qui concernait littéralement son avenir. Je les ai laissés terminer. Ça a pris environ 10 minutes, et je ne les ai pas interrompus une seule fois. Ensuite, j'ai posé une seule question. Avez-vous apporté des documents, montrant ce que vous avez sacrifié pour moi? Mon père a ouvert la bouche, l'a refermée, et a regardé ma mère. Elle a regardé le sol. Kevin a littéralement ri. Mec, sérieux. Je l'ai ignoré, et j'ai gardé les yeux fixés sur mes parents.
Je leur ai dit que c'était la dernière conversation que nous allions avoir sur la situation de vie de Kevin. Je n'allais pas l'héberger. Je n'allais pas le financer. Je n'allais pas le tirer d'affaire, plus jamais. S'ils voulaient continuer à entretenir un homme de 31 ans qui ne pouvait pas garder un emploi, ni payer de loyer, c'était leur choix. Mais ils n'allaient pas en faire mon problème. Pas par la culpabilité, pas par la manipulation, et certainement pas par le système judiciaire. Ma mère s'est mise à pleurer, encore plus fort. Ces sanglots haletants qui me faisaient me sentir si mal quand j'étais enfant, ne fonctionnaient plus. Kevin a levé les yeux au ciel, et a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais un tel abruti. Puis il a dit quelque chose à mi-voix sur le fait que j'avais toujours été le fils difficile. Venant de lui, c'était presque drôle. Le visage de mon père a pris cette nuance de rouge familière. Il a commencé à dire quelque chose sur le fait que je regretterais ça, que je serais seul quand je serais vieux, et que personne ne serait là pour moi, parce que je n'étais pas là, pour la famille. Je l'ai coupé. Je leur ai dit qu'ils pouvaient soit accepter ma décision, auquel cas nous pourrions avoir une sorte de relation à l'avenir, soit continuer à forcer, et je couperais entièrement les ponts. Plus d'appels, plus de lettres, plus de visites à l'improviste, chez moi. C'était leur choix. Mon offre finale. Mon père a jeté la chemise, par terre. Les papiers se sont éparpillés, sur mon Porsche. Les relevés bancaires, les factures, toute cette documentation, qu'il avait voulu me montrer. Il est retourné vers la voiture en trombe, sans rien ramasser. Ma mère l'a suivi, pleurant toujours, et me lançant un regard qui était censé me faire me sentir coupable. Kevin m'a fait un doigt d'honneur et s'est éloigné, déjà de retour sur son téléphone, avant même d'avoir atteint la voiture. Ils ont démarré en trombe de mon allée, comme s'ils étaient dans une sorte de film dramatique. J'ai ramassé la chemise, et tous les papiers éparpillés. Je suis rentré à l'intérieur, et j'ai jeté le tout au recyclage, sans même y jeter un coup d'œil. C'était il y a 5 jours. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux, depuis. Ma maison est calme. Mes économies sont intactes. Ma promotion commence le mois prochain. J'ai un rendez-vous le week-end prochain avec une femme de ma salle de sport, qui a ri, quand je lui ai raconté la version abrégée de cette histoire.